Voici la carte cachée de vos cicatrices émotionnelles. Bonjour explorateurs de l'esprit. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un voyage ordinaire. Nous allons entreprendre une descente ensemble à travers 5 niveaux de connaissances de plus en plus profonds pour décrypter l'un des mystères les plus intimes et universels, celui de nos blessures intérieures. Nous allons explorer la carte de vos cicatrices émotionnelles. Et non, ne le voyez pas comme quelque chose de sombre ou de triste. Pensez-y plutôt comme un atlas personnel, une carte au trésor qui, si nous apprenons à la lire, nous révèle non seulement où nous sommes allés, mais aussi exactement qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Il est facile de rester en surface, de se contenter d'un « je me sens mal et je ne sais pas pourquoi ». Mais comprendre réellement l'origine, les mécanismes et les complexités de nos blessures, c'est passer de simples passagers de nos émotions à prendre le gouvernail de notre propre histoire. Je vous promets une chose, à la fin de ce voyage, vous ne verrez plus vos blessures de la même manière. Vous les verrez pour ce qu'elles sont réellement, la clé pour comprendre votre propre mode d'emploi. Commençons par le premier niveau, à la surface de ce qui est connu. La première chose que nous associons tous aux cicatrices émotionnelles, ce sont les fameux déclencheurs. Un déclencheur, pour faire simple, c'est comme le bouton d'une alarme connecté à une douleur passée. Cela peut être une chanson, une odeur, un mot, quelque chose qui, sans prévenir, vous transporte directement à la blessure originelle. Un autre aspect que nous connaissons tous, c'est l'évitement, c'est-à-dire l'effort conscient que nous faisons pour ne pas nous approcher de ces boutons d'alarme. Et cela façonne notre comportement quotidien de manière que nous ne remarquons parfois même pas. Nous arrêtons d'aller à certains endroits, nous évitons certains sujets de conversation ou nous nous éloignons même de personnes qui, sans le vouloir, effleurent l'une de nos cicatrices. L'exemple le plus universel est cette chanson que vous zappiez à la radio parce qu'elle vous rappelait quelqu'un. Nous sommes tous passés par là. C'est une petite cicatrice émotionnelle se manifestant par une action simple et quotidienne. Et un troisième fait de base est que ces blessures ne sont pas seulement mentales. Elles se ressentent dans le corps. Cette oppression dans la poitrine, ce nœud à l'estomac, cette tension dans les épaules, le corps n'oublie rien. Mais d'où vient tout cela? Son origine, en réalité, est une stratégie de survie. Notre cerveau est conçu avant tout pour nous garder en sécurité. Imaginez nos ancêtres dans la savane. Celui qui entendait le craquement d'une branche et se souvenait qu'un son similaire avait précédé l'attaque d'un prédateur était celui qui survivait pour raconter son histoire. Son cerveau a créé une connexion ultra rapide entre le son et le danger. Notre cerveau continue de faire exactement la même chose, mais avec des dangers émotionnels. Ainsi, les déclencheurs, l'évitement et les réactions physiques ne sont que ça, la pointe de l'iceberg, ce que nous pouvons tous voir et sentir. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel rouage secret l'anime en dessous? Bienvenue au deuxième niveau, les mécanismes cachés. Et voici la première grande révélation. Le problème n'est pas le souvenir en soi, mais la façon dont votre cerveau l'a archivé. Lorsque nous vivons quelque chose d'accablant, le cerveau n'archive pas le souvenir comme une histoire avec un début, un milieu et une fin. Il l'archive comme un danger présent en fragments sensoriels et émotionnels. Pensez-y bien, le problème n'est pas votre mémoire, c'est le système d'archivage de votre mémoire. Le souvenir n'est pas rangé dans le tiroir passé, mais dans celui des urgences actuelles. C'est pourquoi il semble si vif lorsqu'un déclencheur l'active. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Comprendre cela a une double application. D'une part, cela nous offre une opportunité incroyable. Si le problème est la façon dont l'information a été archivée, cela signifie que nous pouvons apprendre à la réarchiver. Un exemple concret est ce que l'on appelle la croissance post-traumatique. C'est le cas de quelqu'un qui, après avoir surmonté une expérience très douloureuse, comme une maladie grave, développe une nouvelle appréciation de la vie, des relations plus profondes et une incroyable force intérieure. Il n'a pas effacé le souvenir, il l'a réarchivé comme une source de sagesse et de force. Mais le revers de la médaille, c'est le risque. Ne pas comprendre ce mécanisme nous conduit à répéter des schémas destructeurs. Si vous avez un fichier qui dit « les gens m'abandonnent toujours », votre système d'alarme interne s'activera au moindre signe de distance dans une relation, vous faisant agir sur la défensive et, souvent, provoquant l'abandon même que vous craignez. Un exemple de cela est la personne qui, après une trahison, vit dans une méfiance constante. Elle interprète tout geste ambigu de son nouveau partenaire comme un signal de danger, créant un climat de tension qui, ironiquement, peut nuire à la nouvelle relation. L'ancien fichier contamine le présent. Tout cela est régi par une sorte de règle invisible qui se forme dans notre enfance. Les psychologues l'appellent la théorie de l'attachement. Expliquer simplement, le type de lien que nous créons avec nos premiers soignants, nos parents ou les personnes qui nous ont élevés, devient une sorte de modèle pour toutes nos relations futures. Nous apprenons à quoi s'attendre de l'amour, de la confiance et de l'intimité. Par exemple, si enfant vous avez appris que pour recevoir de l'affection, vous deviez supprimer vos besoins et vous comporter toujours bien
il est très probable qu'adulte, vous vous retrouviez dans des relations où vous vous épuisez à plaire aux autres, vous sentant épuisé et peu valorisé, parce que c'est le schéma que votre cerveau a enregistré. La structure interne qui gère tout cela est une lutte de pouvoir dans notre cerveau. D'un côté, il y a le cerveau émotionnel, notre système d'alarme, incroyablement rapide et primitif. De l'autre, le cerveau rationnel, la partie la plus évoluée qui analyse et planifie. Et cette lutte interne nous rend vulnérables à certaines erreurs de pensée. Les scientifiques les appellent des biais cognitifs. L'un des plus puissants en relation avec nos cicatrices est le biais de confirmation. Le biais de confirmation est, fondamentalement, une erreur de fabrication de notre cerveau pour économiser de l'énergie. Si une blessure du passé vous a laissé avec la croyance centrale « je ne suis pas assez bien », votre cerveau cherchera activement des preuves qui confirment cette idée et ignorera ou minimisera toute preuve du contraire. C'est comme utiliser un filtre qui ne laisse passer que les informations qui renforcent votre douleur. Alors comment contrer cela? Avec une stratégie mentale très simple mais puissante, la recherche active de contre-preuves. Vous devez devenir un détective qui cherche des preuves qui défitent vos croyances négatives. La prochaine fois que votre esprit vous dira « tu vois, tu as encore échoué », arrêtez-vous une seconde. Et de manière proactive, forcez-vous à trouver un petit exemple, ce même jour, où vous avez bien fait quelque chose. Il s'agit d'entraîner votre cerveau pour qu'il voie l'image complète, pas seulement la partie qui confirme la blessure. Il y a un comportement humain ancestral qui façonne tout cela, notre besoin de raconter des histoires. Depuis que nous nous asseyons autour du feu, nous avons utilisé les histoires pour donner un sens au monde et à nous-mêmes. Et voici une morale pratique pour aujourd'hui. L'histoire que vous vous racontez sur vos cicatrices devient votre réalité. Votre blessure n'est pas l'histoire complète. Êtes-vous la victime impuissante de votre récit ou êtes-vous le héros qui, malgré la blessure, a continué d'avancer et a appris à gravir la montagne? Alors, si nous extrayons la leçon clé pour la vie réelle de tout ce que nous avons vu à ce niveau, c'est ceci. Vos cicatrices ne dictent pas votre avenir. C'est votre relation avec vos cicatrices qui le fait. Cela nous amène à une règle générale applicable. Traitez vos blessures émotionnelles avec le même respect et le même soin que les blessures physiques. Personne n'aurait l'idée d'ignorer une fracture ou de mettre du sel sur une plaie. Pourtant, nous faisons souvent exactement cela avec notre douleur intérieure. En pratique, cela signifie réserver du temps et de l'énergie à votre hygiène émotionnelle. Que ce soit en parlant à quelqu'un de confiance, en écrivant dans un journal intime, en cherchant une aide professionnelle ou simplement en vous permettant de ressentir sans vous juger. C'est de l'entretien, pas un luxe. Comprendre ces mécanismes nous redonne le pouvoir. Nous cessons d'être des victimes de réactions que nous ne comprenons pas et nous commençons à voir les rouages, les mécanismes. Et si vous pouvez voir les rouages, vous pouvez commencer à les ajuster. Mais si vous pensiez que c'était déjà clair, préparez-vous car ici l'histoire devient un véritable chaos. Nous entrons dans le niveau 3, le chaos de la réalité, les débats et les complexités. Et la première grande controverse porte sur un mot que nous entendons partout, le pardon. D'un côté, il y a ceux qui défendent que pardonner à celui qui vous a fait du tort est absolument essentiel pour guérir et vous libérer du ressentiment. De l'autre, il y a un courant de plus en plus fort qui dit que la pression de pardonner peut être une forme d'auto-trahison qui vous oblige à minimiser votre propre douleur et à absoudre un comportement inacceptable. Ce qui est en jeu dans ce débat est fondamental. Pour le premier camp, ce qui est risqué, c'est votre paix intérieure, votre capacité à aller de l'avant sans le poids de la haine. Pour le second, ce qui est risqué, c'est votre propre intégrité, votre droit de valider votre douleur et de dire « ce qui s'est passé n'était pas acceptable ». Maintenant, nous allons défier une croyance populaire que vous avez sûrement entendue 1000 fois, l'idée que le temps guérit toutes les blessures. C'est l'un des mythes les plus répandus et à la fois les plus nuisibles. Le temps, à lui seul, ne guérit pas les blessures émotionnelles profondes. Ce qu'il fait, c'est mettre de la distance. Parfois, cette distance permet à la blessure de s'infecter en silence, créant des problèmes bien plus importants à long terme. Et la raison psychologique pour laquelle nous aimons croire en ce mythe est qu'il nous décharge de toute responsabilité. Il est beaucoup plus confortable de penser que la guérison est un processus passif qui ne demande qu'à attendre, plutôt qu'un processus actif qui exige du travail, du courage et de la vulnérabilité. Cela nous mène à un paradoxe, une contradiction inhérente au sujet des cicatrices. Une cicatrice est, par définition, la preuve qu'une blessure a guéri. C'est un symbole de résilience. Mais en même temps, c'est un rappel permanent que la blessure a existé. Ainsi, la cicatrice est simultanément un monument à votre force et une carte de votre vulnérabilité. Et vivre avec cette dualité, accepter que la force et la fragilité puissent coexister au même endroit, est un dilemme philosophique sans solution facile. Adoptons maintenant un point de vue un peu plus critique. Réfléchissons à la manière dont notre culture traite le trauma.
Il y a une objection éthique que peu se posent sur un aspect que presque tous acceptons, la glorification de la douleur. Il existe cette idée, très présente dans l'art et sur les réseaux sociaux, que pour être profond, intéressant ou authentique, vous devez avoir une histoire tragique. Cela peut créer une pression subtile pour exhiber nos cicatrices, transformant la douleur en une sorte de monnaie sociale. Et ici surgit une autre controverse qui concerne la mémoire. Est-il préférable de se souvenir et de traiter la douleur, ou est-il parfois plus sain d'oublier et de passer à autre chose? Ce débat a radicalement changé avec le temps. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'idée était de tout mettre sur la table, d'en parler jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, de nouvelles approches en neurosciences suggèrent que pour certaines personnes, revivre constamment le trauma peut être contre-productif, renforçant les circuits neuronaux de la douleur. Le débat se concentre désormais sur la recherche d'un équilibre. Comment honorer le passé sans y rester piégé? Au final, tout cela est lié à la racine de la condition humaine. Nous sommes des êtres qui nous souvenons, qui ressentons et qui cherchons un sens. Et le problème fondamental que nos cicatrices nous posent en tant qu'espèce est celui-ci. Comment intégrer la douleur inévitable de la vie dans une narration qui nous permette non seulement de survivre, mais aussi de nous épanouir et de trouver la joie? C'était la question à $1 million. Comme vous le voyez, ce niveau est un enchevêtrement. Il n'y a pas de réponse facile ni de formule magique. Guérir n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe rempli de débats, de paradoxes et de questions inconfortables. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables initiés. Niveau 4, connaissance experte. Et voici le premier concept que vous ne trouverez pas dans une recherche rapide. Il s'appelle la mémoire implicite. Quand nous parlons de souvenirs traumatiques, nous ne nous référons généralement pas à l'histoire que nous pouvons raconter. Celle-ci est la mémoire explicite. La mémoire implicite, ce sont les sensations corporelles, les réactions émotionnelles, les schémas de comportement qui se sont gravés sans que nous en soyons conscients. Pour entrer dans un détail un peu plus technique, lorsqu'une expérience est trop accablante, une partie du cerveau appelée l'hippocampe, qui est comme notre bibliothécaire de souvenirs, peut se déconnecter partiellement. Pendant ce temps, l'amygdale, notre détecteur de fumée, continue de fonctionner à plein régime, enregistrant la peur et les sensations physiques. La meilleure analogie pour expliquer cela est de penser à un accident de voiture. La mémoire explicite est le rapport de police. À telle heure, à tel endroit, ceci est arrivé. La mémoire implicite est le coup du lapin, le bruit du métal qui se tord et la peur soudaine que vous ressentez des mois plus tard lorsqu'une voiture freine brusquement près de vous. La guérison réelle se produit lorsque nous intégrons les deux. Et nous devons parler d'une figure historique clé mais souvent oubliée dans ce domaine, un psychologue français nommé Pierre Janet. Il travaillait à la fin du XIXe siècle, même avant des figures beaucoup plus célèbres. Janet fut un héros discret. Il fut le premier à décrire de manière systématique comment les événements traumatiques peuvent fragmenter la personnalité et créer ce qu'il appelait des idées fixes. Pratiquement toute notre compréhension moderne du trauma et de la dissociation a été construite sur les bases qu'il a silencieusement établies il y a plus d'un siècle. Cela nous mène à une théorie alternative ou dissidente qui gagne beaucoup de terrain aujourd'hui, surtout face aux thérapies qui se concentrent uniquement sur la parole. Elle se base sur l'idée que le trauma ne réside pas dans l'événement, mais dans le système nerveux. Cette perspective, présente dans des approches comme l'expérience somatique, propose que le trauma est une énergie de survie qui est restée piégée dans le corps. Lorsque vous êtes confronté à une menace et que vous ne pouvez ni lutter ni fuir, cette énergie se fige. La guérison, de ce point de vue, implique d'aider le corps à libérer de manière sécurisée cette énergie et à compléter ses réponses défensives qui sont restées inachevées. Maintenant, un détail contre-intuitif que la recherche scientifique a révélé. Nous pensons souvent que les grandes cicatrices proviennent de grands événements uniques, comme un accident ou une catastrophe. Cependant, des études à long terme, comme celles qui explorent les expériences adverses de l'enfance, démontrent que l'accumulation de petits traumatismes répétés, ce que l'on appelle parfois le traumatisme complexe, peut être encore plus néfaste pour notre développement neurologique et émotionnel. Et cela heurte notre intuition parce que nous avons été culturellement conditionnés à penser que le trauma doit être quelque chose de dramatique et d'évident. Nous avons du mal à accepter que des blessures apparemment mineures, comme la négligence émotionnelle constante ou le fait de se sentir constamment invalidé, peuvent laisser des cicatrices tout aussi profondes, voire plus, car elles érodent notre base de sécurité et d'estime de soi de manière silencieuse et continue. Et voici le dernier détail de niche qui relie plusieurs des idées que nous avons déjà vues. Parlons de l'épigénétique du trauma. Préparez-vous pour le moment, Eureka! Des recherches récentes suggèrent que les expériences traumatiques peuvent laisser des marques chimiques sur notre ADN. Elles ne changent pas nos gènes, mais elles peuvent changer la manière dont nos gènes s'expriment. Et le plus étonnant, c'est que ces marques
pourrait se transmettre aux générations suivantes. Cela signifie que le modèle d'attachement dont nous avons parlé plus tôt pourrait être influencé en partie par les blessures non résolues de nos grands-parents. Vos cicatrices pourraient être en partie l'écho d'un passé que vous n'avez même pas vécu. Atteindre ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus authentique et compatissante. Nous comprenons que nos blessures ne sont pas un échec personnel, mais le résultat d'une interaction incroyablement complexe entre notre biologie, notre histoire personnelle et l'histoire de notre famille. À partir de là, nous entrons en territoire inconnu. Osez-vous regarder vers la dernière frontière. Niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. La première idée futuriste est l'utilisation de la neurotechnologie et de la thérapie assistée par psychédéliques pour la guérison. Des études très prometteuses sont déjà en cours sur la façon dont certaines substances, dans un environnement thérapeutique contrôlé, peuvent augmenter la neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau à se réorganiser. Dans 100 ans, peut-être que le traitement des cicatrices émotionnelles profondes ne sera pas seulement de parler, mais une combinaison de thérapie, de technologies de stimulation cérébrale non invasive et de pharmacologie de précision qui aidera le cerveau à créer de nouvelles voies neuronales, construisant littéralement un chemin pour sortir de la boucle de la douleur. Mais c'est là que la science se heurte à ses limites. Nous pouvons cartographier quelles zones du cerveau s'activent avec la douleur émotionnelle, nous pouvons mesurer les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Mais la science ne pourra jamais répondre à la question fondamentale. Quelle est l'expérience subjective de la souffrance? Pourquoi ça fait ça? Et c'est à cette frontière que la philosophie, l'art et la spiritualité prennent le relais. Car pour explorer ce que l'on ressent et ce que ça signifie, nous n'avons pas besoin de microscope, mais d'introspection, de métaphores et de la recherche d'un but. Cela nous mène à une implication philosophique vertigineuse sur notre propre identité. Si nos cicatrices et la personnalité que nous construisons autour d'elles sont une partie si intégrale de qui nous sommes, qui serions-nous sans elles? Si vous pouviez effacer magiquement une blessure, n'effaceriez-vous pas aussi la sagesse, l'empathie et la force que vous avez développées grâce à elle? Et ce n'est pas seulement personnel, cela se connecte à l'avenir de l'humanité. Nous vivons dans un monde avec de profondes cicatrices collectives, guerres, injustices, pandémies, catastrophes écologiques. Apprendre à guérir ces blessures au niveau social, comprendre comment le trauma collectif se transmet et comment rompre les cycles de violence et de victimisation pourrait être la compétence la plus importante que nous devrons maîtriser pour construire un avenir durable et pacifique. Et ici, je vous offre la dernière idée, l'affirmation la plus provocatrice de ce voyage. Peut-être avons-nous vu nos cicatrices à l'envers. Peut-être ne sont-elles pas des défauts de conception. Peut-être que nos cicatrices sont les points d'ancrage de notre humanité. Elles sont la preuve que nous avons aimé, nous avons risqué, nous avons survécu. Peut-être sont-elles les fissures par où la lumière, celle qui entre comme celle qui sort, peut passer. Notre descente à travers les 5 niveaux est terminée. Nous avons voyagé de la surface visible aux frontières de l'inconnu. Maintenant, prenez un moment, contemplez le panorama complet que nous avons déployé. La carte n'est plus un territoire sombre et redoutable, n'est-ce pas? Rappelez-vous qu'au début de la vidéo, nous parlions de quelque chose d'aussi simple et familier que cette chanson que vous ne pouviez pas écouter. C'était une réaction simple, en surface, un déclencheur. Et maintenant, mettez cette idée initiale en contraste direct avec la dernière que nous avons explorée. La possibilité que cette réaction à la chanson soit un écho lointain, transmis par des marques chimiques sur votre ADN, d'une douleur que vos ancêtres n'ont pas pu traiter, se manifestant à travers un modèle d'attachement qui façonne vos relations et vous rend vulnérable à la confirmation d'une croyance négative sur vous-même. Nous sommes passés d'une simple réaction à la contemplation d'une carte complexe qui s'étend de la neurobiologie à l'histoire familiale et aux grandes questions philosophiques. Tel a été le voyage. Quelle idée de tout ce voyage, quelle partie de cette carte a le plus résonné en vous et avec votre propre histoire? Je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre temps, votre attention et votre courage d'explorer un sujet aussi profond. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires. C'est un espace pour partager et apprendre ensemble. Si ce voyage vous a apporté de la valeur, je vous invite à vous abonner pour plus d'explorations comme celle-ci et à partager la vidéo avec quelqu'un que vous pensez pouvoir éclairer une partie de leur propre carte. Continuez à réfléchir, continuez à explorer et surtout, continuez à être gentil avec l'être humain incroyablement complexe et résilient que vous êtes. Et si votre carte ne vous montrait pas où vous vous êtes brisé, mais où vous pouvez commencer à construire?